Cette conférence va maintenant être enregistrée. Voilà. Donc, monsieur le ministre plénipotentiaire, vous avez la parole. Et la question donc, que je vais vous poser, c'est d'abord de nous présenter rapidement justement ces conditions dans lesquelles vous exercez et la présidence du Conseil de l'Union européenne pour la deuxième fois et tout le travail que ça représente. Merci beaucoup. Tout d'abord, merci professeur Delagno pour l'introduction et de toute façon pour l'invitation à cette conférence. Je suis ravi d'être avec vous. J'espère que je ne vais pas vous ennuyer trop parce que de temps en temps, les affaires européennes peuvent être assez techniques pour les gens qui ne s'occupent pas avec les affaires européennes, qui ne suivent pas quotidiennement les affaires européennes. Ça peut être assez technique et pas très passionnant. Mais il faut dire que il y a dans les affaires européennes, il y a tellement de domaines de l'environnement jusqu'à l'espace que vraiment c'est intéressant et aussi c'est passionnant. Ça peut être même passionnant. Surtout pour les gens qui travaillent à Bruxelles, parce que vous savez, la présidence de l'Union européenne se fait à Bruxelles. Se fait à travers les représentations permanentes des pays membres de l'Union européenne. Et c'est là que toutes les institutions, bon, la majorité des institutions sont placées à Bruxelles. Alors, il y a la plupart des meetings sont là. Il y a pratiquement tous les conseils se déroulent à Bruxelles, Conseil européen aussi. Alors, vous pouvez vous imaginer que mes collègues à notre représentation permanente à Bruxelles sont encore plus occupés que nous ici à Paris. Même s'il faut dire, ils sont plus nombreux, ça c'est clair. Alors, comme vous l'avez dit, c'est la deuxième présidence de la Slovénie de l'Union européenne. La première, on l'a fait en 2008. C'était pratiquement 4 ans après quand la Slovénie a entré dans l'Union européenne. Alors, les préparations étaient dures. On s'est préparé pratiquement de 2005 jusqu'à 2008. Et il faut savoir aussi que les présidences avant le traité de Lisbonne, c'est-à-dire avant 2010, étaient encore plus compliquées parce que la présidence tournante avait encore plus de travail parce que on devait aussi organiser les conseils européens qui étaient présidés par notre Premier ministre. Maintenant, après les changements avec le traité de Lisbonne, ça s'est fait à travers le président du Conseil européen qui est Charles Michel. Et aussi, on devait présider le Conseil des affaires étrangères qui maintenant est présidé par Josep Borrell, qui est haut représentant de l'Union européenne pour la politique étrangère et sécuritaire. Alors, vous pouvez vous imaginer que, bien sûr, il y a toutes les institutions européennes qui vous aident avec la présidence, mais c'est plus facile pour les pays qui ont un appareil administratif beaucoup plus important, qui ont des ambassades partout dans le monde, comme la France, par exemple. Nous, la Slovénie, on a à peine 45 ambassades dans tout le monde. Alors, ça veut dire que déjà, on ne dispose pas toutes les informations que les institutions ou les autres pays membres disposent. Alors, ça, c'était assez grand projet, surtout juste après l'adhésion à l'Union européenne, mais qu'on l'a fait, je crois, assez bien. Et on peut être fier.
Après, maintenant, la deuxième présidence, comme je dis, c'est un peu différent. Il y a quelques domaines où il ne faut pas être engagé tellement, où bon, les autres font le travail que la présidence a fait avant Lisbonne, mais quand même, les domaines restent, les enjeux restent très nombreux. Alors, pour un petit pays, la présidence de l'Union européenne, c'est toujours oui, un enjeu assez important et on se prépare vraiment pratiquement 3 ans, 4 ans en avance. Au niveau budgétaire, bien sûr, au niveau des capacités administratives, tout cela, même il faut faire l'infrastructure pour les réunions en Slovénie, parce qu'il y a aussi des réunions informelles en Slovénie. Alors tout ça, ça veut dire beaucoup de préparation et beaucoup de logistique aussi, pas seulement les fonds, pas seulement le sujet de fonds. Alors, cette présidence, deuxième présidence de la Slovénie, est aussi très particulière parce que déjà avec le Covid, les choses ont beaucoup changé. À vrai dire, après Covid, bon, on a toujours le Covid, mais on est la premier dans le trio qui a fait la plupart des meetings en présentiel. Avant, les Portugais ne pouvaient pas le faire, encore moins les Allemands. Alors, nous, on a eu la chance d'avoir la présidence, bon, juste après la campagne vaccinale. Alors, les choses se sont un peu améliorées entre-temps. Non, bien sûr, les choses reprennent, l'épidémie reprenne, mais déjà, Covid a beaucoup marqué notre présidence. Bien sûr, après, c'était l'Afghanistan, c'est clair. Il y a vraiment énormément d'enjeux auxquels tu peux pas être 100% préparé, parce que tu peux faire ton programme de la présidence, ce qu'on fait, ce qu'on commence à faire un an avant, et après il faut on dit fine tune, comme on dit les Anglais, non? Il faut juste avant que la présidence commence, on fait les derniers accents, mais à la fin, s'il y a une épidémie comme Covid ou Afghanistan que personne n'a vraiment vu venir, là, il faut souvent se débrouiller et faire bien sûr, avec toutes les institutions européennes, en sorte que on se débrouille, on fait les décisions qui sont pertinentes. Je voulais juste tout brièvement dire quelles étaient les priorités de la présidence slovène, parce que, comme vous savez, comme professeur Delagno a dit au début, la Slovénie était dans le trio avec l'Allemagne et le Portugal. On était le dernier du trio, et on a fait tous ensemble calendrier ou programme du trio. Ça veut dire programme 18 mois. C'est un programme à moyen terme, disons, parce que c'est quand même 18 mois. Et ça veut dire que les présidences de chaque pays se suivent dans une manière un peu plus logique, cohérente. Et comme nous, on est dernier du trio, on fait aussi une sorte de passerelle avec le prochain trio qui va être commencé par la France, suivi par la République tchèque et la Suède. Alors pour nous, c'était aussi assez important de
parler et de discuter, pas seulement avec nos partenaires dans le trio, mais aussi avec la France qui nous suit, parce que c'est la France qui va reprendre tous les dossiers que nous, on ne va pas terminer pour continuer le travail, bien sûr. Et c'est pour ça qu'on a eu énormément de travail ici à Paris, en France, parce qu'il y avait des meetings des ministres des Affaires étrangères, Premier ministre avec le président Macron, directeurs généraux. On avait des consultations en présentiel, sur vidéo, pratiquement toute cette année, avant la présidence et pendant la présidence. Alors, en ce qui concerne les priorités, on s'est concentré sur quatre noyaux, disons. Tout d'abord, c'était pour nous la chose plus importante, c'était la relance de l'économie après Covid, la résilience de l'Union européenne et l'autonomie stratégique de l'Union européenne. Ça veut dire que on a beaucoup travaillé, 6 mois, et on travaille encore pour faire l'Union européenne plus résiliente aux diverses crises. Ça veut dire crise, si vous voulez, sanitaire comme Covid, mais aussi alimentaire, énergétique. On voit maintenant ce qui se passe avec les coûts d'énergie. Alors, on a mené les discussions à Bruxelles sur le fait comment rendre l'Union européenne plus résiliente et aussi, bien sûr, plus autonome. Ça, c'est un premier paquet de priorités. Deuxième, c'était la conférence sur l'avenir de l'Europe. Comme vous le savez, le projet a été lancé avec un peu de retard par les Portugais finalement. On a organisé les débats plénières à Strasbourg, ailleurs, aussi en Slovénie, à Bled, fin août, parce qu'on pense que c'est vraiment important que les citoyens européens puissent nous donner leur avis sur l'Union européenne et quelle Union européenne ils veulent dans 10 ans, 20 ans. Le projet va être, la France va continuer ce projet et je crois qu'en mai l'année prochaine, on aura les conclusions de ce grand débat européen par la présidence française. Le troisième paquet de priorités concerne l'état de droit. L'état de droit, on voit parce qu'on en parle tout le temps dans les journaux, sur la télé, c'est pour nous, pour la Slovénie, c'est très important. Pas seulement parce qu'on est un petit pays et parce on dépend du droit international, non, qui doit être respecté aussi, droit européen. Et on a mis cette priorité comme un des plus importants pour notre présidence parce que on pense que les critères doivent être égaux pour tout le monde. Ça, c'est une chose. Et il faut en parler. Et on en parle. Notre vice-ministre pour les Affaires étrangères préside le Conseil des Affaires générales où les débats sur ce thème se mènent chaque mois. Et les débats se mènent au niveau général parce que la Commission européenne publie un rapport sur l'état de droit dans l'Union européenne en général et après aussi, dans notre présidence, 5 pays membres de l'Union européenne. Je crois que pendant notre présidence, c'était l'Italie, la Croatie
et 3 autres pays membres, les noms m'échappent maintenant. Mais de toute façon, on mène les discussions selon les rapports. C'est vrai que c'est pas toujours facile, mais on pense que c'est mieux d'en parler que de cacher les problèmes ou de ne pas voir les problèmes. Voilà. Et quatrième paquet de priorités, c'est pour nous, c'était les Balkans occidentaux, parce que on pense que l'Union européenne, si elle veut être crédible et sûre, elle doit assurer aussi la stabilité et la sécurité dans son voisinage. Et pour nous, le voisinage, c'est clair, c'est les Balkans et c'est le voisinage de l'Est. Étant donné que la Slovénie connaît bien les Balkans, on a depuis des années, on évoque la nécessité d'élargissement de l'Union européenne avec les pays des Balkans. On sait que c'est un très long voyage, que c'est pas pour demain après-demain, mais que si on veut avoir une Union européenne stable et en paix, finalement, on doit accepter aussi les pays des Balkans de l'Ouest dans l'Union européenne, parce que c'est que comme ça qu'on va, si vous voulez, pacifier les Balkans. Et on a eu l'impression, et surtout, on a encore l'impression que les choses dans les Balkans ne vont pas dans la bonne direction, surtout en Bosnie, Serbie, Kosovo, c'est pas idéal, Monténégro non plus. Et on voulait un peu pousser les choses. On a réussi faire un impulse il y a un mois, un mois et demi. En octobre, on avait un sommet Union européenne Balkans occidentaux. Aussi, le président Macron y était en Slovénie. Je pense que on peut être fier. L'Union européenne s'est engagée, mais la chose qu'on regrette en Slovénie, c'est qu'on n'a pas pu donner les dates. Pas les dates exactes, mais disons, dans 10 ans, on espère de vous voir dans l'Union européenne, ou 15 ans, ou 20 ans. Ça, on aurait bien aimé faire, mais malheureusement, c'était pas possible pour avoir le consensus pour ça. Mais quand même, on était d'accord pour lancer une initiative financière assez importante pour les pays des Balkans, 30 milliards d'euros d'investissement, ce qui est beaucoup, hein. Surtout au niveau de l'infrastructure, connectivité avec l'Union européenne, les projets pour les jeunes, ça c'est très important. Voilà, ça j'ai brièvement, mais vraiment brièvement présenté les priorités clés pour nous. On a encore un mois de temps. Il nous reste encore un Conseil européen à Bruxelles de faire. Il y a aussi partenariat oriental, si je ne me trompe pas, en décembre. Et après, ce sera à la France de prendre le relais et de continuer avec les projets qu'on a ou commencé ou nous-mêmes on a mené, que les autres ont commencé, parce que des projets en Union européenne et les processus législatifs peut être assez long. Si les choses commencent à se compliquer, ça peut durer. Mais bon, je pense que jusqu'à maintenant, on peut être content avec ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, donc pour ce tableau très complet quand même s'il était, comme vous le dites, bref et très détaillé. Vous avez abordé tous les points importants donc
des priorités de cette présidence. Je pense qu'il y a déjà peut-être des questions pour demander quelques précisions de la part de nos adhérents qui participent à cette visioconférence. Alors, je reprends une question de Clément qui demande quels sont les travaux sur la culture au sein du Conseil de l'UE et notamment le prochain agenda culturel. Quid de la politique culturelle actuelle? Oui, la politique culturelle, c'est pas parmi les politiques bon, c'est plutôt domaine des États membres. Alors, les ministres de la culture se voient à Bruxelles, je crois, mais pas si souvent comme les d'autres ministres. Mais la politique de culture reste plutôt compétence nationale. Maintenant, je ne sais pas, bien sûr, il y a au niveau de l'Union européenne, il y a des initiatives culturelles au niveau de la culture, comme par exemple, surtout dans l'industrie européenne de films, tout ça, mais et des projets en commun culturels, mais je peux pas vous dire plus précisément quelles sont les priorités, disons, au niveau culture pour les pays qui font la présidence. C'est, comme je dis, c'est plutôt comme d'ailleurs la fiscalité, hein. Aussi, ça aussi, c'est un domaine qui est 80% compétence de l'État membre. Alors, oui, bon, maintenant, on peut toujours discuter s'il fallait pas peut-être penser à même donner les compétences dans le domaine de culture à l'Union européenne. Je pense que, bon, c'est dernièrement la culture avec les identités nationales commence à être un débat très chaud. On le voit surtout avec la Hongrie, la Pologne. Alors, souveraineté nationale, identité culturelle des pays membres, ça, pour certains pays, c'est très important. Je veux pas dire qu'ils disent qu'ils sont pas européens. Ils disent que, premièrement, ils sont, je sais pas, on est slovène, polonais, hongrois et on est aussi, bien sûr, européen. Alors, culture au niveau Union européenne, oui, certainement, les projets sont là, il y a des initiatives, mais en ce qui concerne la politique, je pense que c'est plutôt aux pays membres de le faire. Alors, Michel a une autre question sur la santé. Peut-on espérer que la santé deviendra une compétence européenne? On a beaucoup fait dans le domaine de santé après Covid, avec Covid. On pourrait pas s'imaginer qu'il y a 1 an et demi qu'on allait faire un projet tellement important comme les achats des vaccinations au niveau à l'échelle européenne. On a vraiment beaucoup fait. Déjà, nos amis allemands et portugais et nous aussi. Et les progrès est, je crois, si on compare avant Covid, après Covid, avec Covid, que les solutions sont déjà là. Une de notre priorités était aussi faire ERA, c'est une agence européenne qui s'occupe des crises sanitaires, en cas de crise sanitaire.
Ça, on est arrivé assez loin déjà à Bruxelles, et je crois que nos amis français vont continuer, mais il y a vraiment beaucoup de, même dans le domaine de santé, il y a énormément de dossiers. Ce sont les vaccins, c'est c'est EMA par exemple. On a agence européenne des médicaments. Aussi, on l'a créé il y a quelques ans seulement. Alors, je crois que santé, et avec le santé, on a bien avancé au niveau communautaire, je veux dire. Alors, une autre, je change un peu de sujet, une question sur les politiques migratoires et quelle évolution peut-on imaginer, prévoir? Ça, c'est une question qui divise les États membres, divise les États membres depuis très longtemps. On en parle tout le temps, on parle de la pacte d'asile et d'immigration, et on n'est pas arrivé très loin. Parce qu'il y a des pays membres qui veulent que tout ou rien dans ce pacte, et il y a d'autres qui disent qu'il faut avancer par petits pas. Alors, on avance où on peut, mais pas sur autres domaines. Et bien sûr, les pays comme la Grèce ou l'Italie, qui sont les pays qui sont les premiers où les flux migratoires sont les plus importants dans l'Union européenne, bien sûr qu'ils veulent avoir les solutions à long terme. Là, on espérait d'avancer les débats, mais il me semble qu'on n'est pas arrivé trop loin, même si à certains moments, on a eu l'impression qu'il y a de plus en plus d'États membres qui ont vraiment vu que ce ne sera pas possible de faire tout ou rien, plutôt rien que tout, et qu'il faudrait avancer par petits pas. Maintenant, on va voir la crise en Biélorussie a montré que on reste très vulnérable toujours. Et j'ai juste hier regardé les numéros. Les flux migratoires sont cette année ont augmenté pour 50%, surtout sur la route des Balkans de l'Ouest et en Méditerranée, mais aussi à travers l'Espagne, bien sûr en Biélorussie, où avant il n'y avait pas de migration parce que quand même c'est un pays assez au nord, mais là on voit que les flux migratoires étaient instrumentalisés et les gens pratiquement sont venus là en avion. Mais oui, il faut trouver réponse solidaire et efficace aussi. Maintenant, que se passe-t-il en Slovénie de ce point de vue-là? Parce qu'avec la frontière avec l'Autriche, la frontière avec l'Italie. On avait le 2015 quand on avait ce flux migratoire des gens à travers les Balkans, à travers la Slovénie vers l'Allemagne. C'était assez traumatique pour tout le monde. Et maintenant, l'Union européenne a fait un accord avec la Turquie qui, disons, plus ou moins tient encore. Ça veut dire que il y a moins de
flux migratoires à travers la Méditerranée. Bon, si les Turcs font attention à la frontière, de temps en temps, sur la frontière grecque, il y a aussi des semaines ou des mois où la situation devient plus tense avec l'immigration, mais pour l'instant, la situation est gérable. En Slovénie, c'est vrai que on est comme membre Schengen, on est obligé de protéger la frontière Schengen. Alors, la frontière Slovénie-Croatie, c'est aussi frontière Schengen. Tandis que la Croatie a la frontière extérieure de l'Union européenne avec la Bosnie. Et là, il y a un problème parce que la Croatie a un large nombre de Croates, de nationalité croate, qui vivent en Bosnie, et c'est pas leur intérêt d'avoir frontière dure. Même si ça veut dire aussi qu'il y a beaucoup de gens, d'immigrants, qui passent par là. Alors, oui, maintenant la situation est en gère, mais ça peut changer à tout moment. C'est si la Turquie change de vie, si à un certain moment il y a des immigrants qui viennent à travers la Grèce, comme c'était le cas en 2015, ça peut changer très vite. On a aussi Frontex qui nous aide, qui aide surtout la Grèce sur la frontière extérieure, mais il faut surtout travailler avec les pays d'origine. Sans ce travail, sans ces accords avec les pays tiers, on va pas réussir à régler la situation. Oui, il y avait une question encore sur je crois qu'il y avait une question sur les Balkans, Charles. Non? Oui. J'ai mis dans le chat, mais je disais, par rapport à la Bosnie, qui est un État fédéral très fragile actuellement, où vivent deux entités, l'entité bosno-croate et de l'autre côté la République serbe, avec 3 présidences, quelle est votre politique par rapport à la Bosnie ces derniers temps? Parce qu'on vous a prêté en mars, hors canal diplomatique, l'intention de vouloir avancer dans la dissolution de l'État bosniaque. Or, cette dissolution pourrait s'avérer dangereuse, étant donné que la République serbe est quand même très active et demande cette dissolution, alors que les 2 autres entités la refusent. La Bosnie-Herzégovine est un pays très fragile, est fragilisé. Et la guerre qui a duré pratiquement 5 ans en Bosnie a dévasté le pays et a dévasté les gens. Et même pas seulement citoyens de Bosnie, tous les Balkans, au moins la Slovénie, la Croatie, tous nous sommes encore traumatisés par cette guerre. Bon, pas seulement en Bosnie, aussi en Croatie, et après ce qui s'est passé aussi au Kosovo. Mais je veux dire, les Balkans, c'est peut-être un coin du monde, un coin d'Europe, disons, le plus compliqué avec le Caucase. Et ça, c'est quelque chose que l'Europe ne se rend pas vraiment compte, malgré toutes ces tragédies qui se sont passées dans les années 90. Et la Bosnie, c'est pour cela qu'on dit, et c'est notre position, qu'il faut donner, qu'il faut s'engager, pas seulement avec la Bosnie, tous les pays des Balkans occidentaux, il faut s'engager et il faut travailler avec eux. C'est très difficile parce que tout d'abord, les élites politiques, leur intérêt est que tout soit comme il est. Alors, status quo, pour eux, c'est idéal.
tandis que les gens en ont vraiment marre. Les gens sont fatigués, même résignés. Et c'est pour ça qu'il faut travailler, même si c'est très, très difficile, travailler avec les autorités. Comme je dis, pas toujours on l'intéresse que les choses changent. Alors, oui, il faut s'engager et c'est pas facile. En ce qui concerne la Constitution, moi, je serais pas, les accords de Dayton sont valides, le reste valide. Et bon, bien sûr que en Bosnie-Herzégovine, il y a des souhaits ou des essais qui vont dans l'autre direction, mais je crois que ça simplifierait pas les choses. Je crois que ça compliquerait davantage les choses. Je pense. Merci. Une autre question, Gérard, sur le chat? Non, je vois pas, je n'ai pas. D'accord. Eh bien, peut-être qu'on va continuer, donc, Monsieur le ministre, en parlant toujours de la Slovénie. Et cette fois-ci, peut-être vous demander d'abord quel est le sentiment vis-à-vis de l'Union européenne au sein de la population slovène. Voilà. Pas seulement au niveau, j'allais dire, officiel, gouvernemental, mais aussi au sein des citoyens, parmi les citoyens slovènes. Quelle perception de l'Europe? Oui, là, je peux vous rassurer. Hein. La Slovénie est très pro-européenne. Parce que tout d'abord, étant donné être un petit pays, déjà être encerclé avec des plus grands pays, l'Italie, l'Autriche, la Hongrie, la Croatie qui est plus grande aussi, mais on connaît de l'histoire que c'est mieux être dans une communauté qui te protège et qui te donne, disons, il y a un coussin. Hein. Si tu tombes, c'est plus sûr. Nous, on a voté en Slovénie, on a le principe de référendum, comme les Suisses presque. On a énormément de référendums. Et aussi, quand on a décidé pour l'Union européenne, même que pour l'OTAN, on a eu le référendum. Et c'était 2003. Et les résultats pour l'Union européenne étaient 80% pour, pratiquement. Et et ça reste, si vous demandez les gens en Slovénie, ils sont plutôt pro-européens. On n'a même pas des partis politiques qui seraient anti-européens. Au Parlement, sûrement pas. Peut-être quelques partis marginal quelque part, mais un discours anti-européen n'est pas un discours qu'on connaît chez nous. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose qui concerne aussi votre question sur la européenne, si la Slovénie est pro-européenne ou si le public est pro-européen ou pas. Nous, on était le premier pays après l'adhésion 2004 d'accéder à l'euro. C'était 2007 déjà et 2008 Schengen. Vous voyez bien que la politique de la Slovénie, c'est d'être dans le noyau dur de l'Union européenne, avec ceux qui vont plus vite et qui avancent le plus. Si jamais, bien sûr, parce qu'il y a des Schengen, et c'est une sorte de, et Euro aussi, c'est une sorte de comment dirais-je,
en anglais, ça m'a vient en anglais. Mais bon, c'est coopération renforcée, si vous voulez, au sein de l'Union européenne. On l'a. Et on n'a pas peur de ça. On n'a pas peur de ça. Et on pense si on est prêt de le faire, on le fait. Voilà. Alors, une autre question. Plusieurs articles de presse sont parus en France ces derniers mois. Ces articles sont très critiques sur la situation en Slovénie, sur le respect des droits fondamentaux. Que répondez-vous? Maintenant, en général, je n'ai pas vu ces articles. Bon, j'ai vu quelques articles dans le Figaro qui ne parlaient pas trop bien sur le Premier ministre slovène. Mais en ce qui concerne les respects des droits fondamentaux, je crois que il n'y avait pas des grands débats sur ce thème. C'est vrai que on avait dernièrement le Parlement européen a envoyé un groupe des parlementaires pour voir la liberté de presse en Slovénie. Parce qu'on avait quelques problèmes avec le financement de notre agence presse nationale qui c'est maintenant qui n'est plus à l'agenda. Alors les choses se sont réglées. Sauf ça, j'ai pas vu d'autres problèmes. Maintenant, si vous avez quelques cas spécifiques, je pourrais commenter, mais en général, je pense que on peut être bon. La justice, la seule chose que je dis en Slovénie, que la justice se fait assez lentement, parce que bon, ça, on avait maintenant les choses se sont améliorées, mais avant 5 ans, 6 ans, on était souvent condamné, la Slovénie, à Strasbourg, pour rendre la justice trop lentement, parce que ça durait trop de temps. Ça, c'est une chose qui vraiment qui était assez gênante, mais à part cela, je pense pas que au niveau, je veux dire, au niveau institutionnel, systémique, il n'y a pas de problème. Une autre question. Le retour du souverainisme dans plusieurs pays peut-il mettre en péril l'unité et l'indépendance de l'UE? Oui, c'est le débat qu'on le suit assez régulièrement maintenant, dernièrement. Et d'ailleurs, j'en ai parlé il y a une demi-heure. Il y a des États membres qui mettent souveraineté nationale plus en avance que les autres. Maintenant, il faut savoir que pas tous les pays de l'Union européenne ont fait le même trajet, ont eu même histoire, si vous voulez. Il y a même les constitutions, tout ça, c'est très divers. Et des expériences que les pays ont fait, ou les gens ont fait, dans, disons, juste dans 20e siècle, est très varié. Et c'est difficile c'est difficile à comprendre pour quelqu'un de la France ce que pense quelqu'un en Pologne ou en Hongrie ou en Slovénie. Parce que
les réalités des choses étaient tellement diverses, les gens ont vécu dans des conditions complètement différentes, socio-économiques complètement différentes, qu'ils voient les choses différemment. Et on oublie ça. Et c'est pour ça qu'on a dit, oui, il faut en parler, mais il faut aussi il faut pas juger tout le monde avec une perspective des pays qui ont créé l'Union européenne, disons 6 pays, 6 pays membres de début. Je ne pense pas que souverainisme, oui, souverainisme ou nationalisme à un certain niveau, ça peut pas mettre en danger l'Union européenne. Le problème, c'est que si souverainisme s'ajoute au populisme aussi, et là, il y a les moments qu'on a vu avec le Brexit. Alors là, je veux dire, tout est possible, mais souverainisme jusqu'à un certain niveau, oui, mais il faut savoir les limites. Si on fait un membre d'un club, on sait quelles sont les règles pour tout le monde et on joue selon les règles. Oui. Non, je n'ai pas. Attends, je Mais, cherche. Philippe, moi je veux bien rajouter, parce que ce que vous disiez, Monsieur le Ministre, par rapport au droit européen, on peut avoir des approches différentes du souverainisme, des rapports au souverainisme, mais par contre, il faut faire attention par rapport aux règles. C'est là, moi, notamment, j'avais lu un article dans Le Monde qui disait que le Premier ministre de Slovénie, celui qui est en ce moment, était très proche des positions du Premier ministre de Hongrie sur le fait que les règles européennes n'étaient pas supérieures aux règles nationales et que quelque part, le droit européen devait pas s'imposer comme l'a aussi décidé la Pologne à ces pays-là. Donc là, à un moment, est-ce qu'on n'est pas dans une logique de déstabiliser complètement l'Union européenne si chacun applique le droit à sa manière? Tout d'abord, je n'ai pas vu qu'il a dit ça. Je n'ai pas lu ça et je pense qu'il n'a pas dit ça. Il a dit que oui. Ouais. Non, mais l'article auquel je fais référence, c'est l'article du 1er juillet, donc quand vous avez pris la présidence de l'Union européenne du monde, que j'ai sous les yeux et qui dit le Premier ministre de Slovénie a les mêmes positions que le Premier ministre de la Hongrie et de la Pologne sur le droit. Il a quelques positions qui sont proches au Premier ministre polonais et hongrois, mais je n'ai jamais entendu dire quoi que ce soit sur la primauté du droit européen ou du droit national à la droit européen. Alors, je pense. Nous, d'ailleurs, moi, je fais Collège d'Europe et c'était la première chose qu'ils nous ont dit, primauté du droit européen. Alors, même si les Polonais le disent, c'est difficile à comprendre parce que ils sont très libéraux, non? Ils disent que c'est le marché unique qui est important, c'est la concurrence, etc. Mais peut-être ils ne se rendent pas compte que c'est la Cour européenne qui a créé le marché unique avec les décisions de la Cour européenne. C'est pas la Commission européenne. La Commission européenne fait la loi, mais
c'est la Cour européenne qui, en sorte, crée le marché unique selon les règles de la Commission européenne. Et si on dit tout d'un coup la loi européenne n'a pas primauté, je pense que aussi le marché unique est perdu. C'est fini. C'est fini. D'autres questions, Gérard? Quels sont, d'après vous, les grands dossiers que devra traiter la France au cours de sa présidence? Quel dossier va transmettre la Slovénie à la France? Oui, merci. Tout d'abord, c'est la conférence pour l'avenir de l'Europe, parce qu'on va pas terminer, et c'était dès le début, c'est un processus pour lequel on savait que ça dure un certain temps. Ça veut dire la France va faire le compte rendu de toutes ces discussions et on va tirer les leçons ensemble de ce qu'on peut faire et comment on va le faire pour concrétiser ces idées. Deuxièmement, la France va sûrement continuer avec l'autonomie stratégique de l'Union européenne, qui était une de nos priorités. Et d'après ce que j'ai vu et entendu, même au Quai d'Orsay, et on lit dans les journaux, la France va insister, comme nous, on a insisté sur les Balkans, la France va insister sur l'Indo-Pacifique et l'Afrique, en ce qui concerne les zones géographiques, disons. Après, il y a tous les dossiers on dit Fit for 55, alors l'émission des gaz, l'émission des gaz effet de serre, on dit ça, effet de serre. Voilà, effet de serre, 50% jusqu'à 2030. Ce sont 12 propositions de la Commission sur lesquelles la France va continuer le travail, bien sûr. Je crois que la relance aussi. Et je crois que, bon, le seul problème, c'est que la France va raccourcir la présidence un peu, non? Parce que toutes les réunions sont prévues jusqu'à pratiquement au début avril, ce qui donne un peu moins de temps, mais en même temps, les travaux à Bruxelles vont continuer. J'ai pas peur que les choses soient à l'arrêt, parce que il y aura des élections présidentielles ici. Alors non, il y a, je crois que surtout l'autonomie stratégique, l'Indo-Pacifique, l'union de la santé, on a commencé aussi, et la conférence pour l'Europe. Ça, je crois que ce sont les dossiers plus importants que la France va continuer. Alors, une question sur la Chine. Quels sont Est-ce que la Chine s'implante aussi en Slovénie? Non. On n'est pas pratiquement, ils n'ont pas de grands investissements en Slovénie. Ils se sont implantés largement en Grèce et surtout en Serbie, avec laquelle ils travaillent aussi dans le domaine militaire. Alors, ils ont eu aussi les investissements en Croatie, les Chinois, avec les projets d'infrastructure. Chez nous, il n'y avait pas ni de projet d'infrastructure
ni grand investissement chinois. Jusqu'à maintenant, non. On reste assez prudent et d'ailleurs, oui, je ne sais pas, peut-être, bon, on était dans la, il y avait à certains moments, il y avait j'ai lu dans les journaux même qu'ils s'intéressaient au port de Koper parce que en Slovénie, on a le plus grand port de l'Adriatique au nord, tout près de Trieste. Mais c'est pas en vente comme c'était le cas de Pirée. À Pirée, ils ont acheté tout le Pirée en Grèce parce que personne voulait l'acheter. Et les Grecs ont dit aux Allemands, voilà, on vend Pirée, si vous voulez acheter. Ils ne voulaient pas et les Chinois ont acheté. Après, les Allemands ont dit, pourquoi vous avez laissé les Chinois acheter Pirée? D'ailleurs, ils devaient le faire parce que c'était obligation après le bail-out qu'ils ont fait. Alors, il y a des moments où l'Union européenne est aussi un peu coupable pour les implantations des pays tiers dans l'Union européenne ou dans le voisinage immédiat. Je pense, oui. Et il faut être très, très prudent. Et c'est pas seulement la Chine, c'est aussi la Russie, c'est aussi la Turquie dans les Balkans. Il y a énormément d'intérêt. Alors, oui, si c'est pas l'Union européenne qui va s'occuper des Balkans, alors il y aura d'autres. Ça, c'est clair. Puisque vous avez évoqué, Monsieur le Ministre, les ports, voilà, le port pas loin de Trieste, une question qu'on pourrait se poser et qui serait intéressante aussi, c'est de savoir quel est l'état actuel des relations économiques, commerciales entre la Slovénie et la France. La Slovénie, oui. Au début, vous avez mentionné Renault en Slovénie. C'est une usine qui est là depuis, je crois, presque 35 ans, 40 ans, et qui fonctionne bien. Bon, maintenant, j'ai entendu qu'ils ont un peu de problèmes comme partout en Europe ou dans le monde parce qu'il y a un problème avec les chaînes d'approvisionnement. Il manque ça, l'autre, voilà, les parties électriques. Alors, ils s'adaptent un peu, mais je veux dire, la France, le premier partenaire économique est l'Allemagne, toujours, reste. Deuxième, l'Italie. Troisième, l'Autriche. Quatrième, la France. On exporte 70% de l'Union européenne, la Slovénie. Et voilà, ces 4-5 partenaires principaux sont l'Allemagne, Italie, Autriche, ça veut dire les voisins pratiquement, Croatie et la France, voilà, qui a un partenaire très important aussi pour les investissements. Et la coopération culturelle existe aussi entre la France et Bien sûr, la coopération culturelle existe. La France a déjà avant, dans les temps de la Yougoslavie, la France avait un centre culturel à Ljubljana. C'est toujours Charles Nodier, centre culturel. Et à travers ce centre, la France fait beaucoup de projets culturels. En Slovénie, il y a beaucoup d'échanges. Nous, ici, on n'a pas un centre culturel, mais on essaie d'y travailler aussi. Bon, maintenant, pendant Covid, c'était un peu plus difficile parce qu'on ne pouvait pas faire des concerts, des expos, rien. Mais oui, c'est une chose la culture, d'ailleurs, est sûrement une des choses
pour laquelle les Français viennent en Slovénie, la culture et la nature, je crois, d'après ce qu'ils me disent. Voilà, je pense que même si ils viennent de Paris, par exemple, c'est assez intéressant d'aller en Slovénie. On avait la symphonie nationale, on a la plus vieille symphonie nationale d'Europe. D'ailleurs, Mahler était directeur un certain temps aussi. Il y a plein de choses, plein de petits bijoux que je vraiment conseille de voir. Voilà, mais il faut se connaître mieux. Et on ne se connaît pas assez si on ne voyage pas, si on ne voit pas des gens et si on ne rencontre pas des gens chez eux. Ça, je pense que c'est primordial. Et on est très content d'avoir Air France qui vole 2 fois par jour de Paris à Ljubljana. Ça, c'est pour le tourisme, pour la culture, c'est très important. Oui, Monsieur le Ministre, si vous le permettez, je me permets d'intervenir. Le mouvement européen VAR, qui est situé en Provence Côte d'Azur, a organisé en 2010, en avril 2010, un voyage en Slovénie, ce qui nous a permis d'avoir des contacts avec le mouvement européen de Slovénie, d'une part, et il y avait à l'époque une dame qui était très active et qui était conseillère auprès du président de la République de Slovénie et qui était auparavant ambassadrice à Paris, d'une part. Et nous avons été magnifiquement reçus en Slovénie pendant tout notre séjour. C'est extrêmement intéressant. Nous avons été reçus également par l'ambassadrice de France à l'époque et ses conseillers à Ljubljana. Et je me permets également, donc, je vous remercie de l'accueil que nous avions reçu qui était extraordinaire, inoubliable. Je souhaitais profiter de l'occasion également pour vous poser une petite question. Il y a quelque temps, il existait un petit différend géographique entre la Slovénie et la Croatie à propos de l'accès à la mer d'un petit couloir. Et je voulais vous demander si les relations entre la Slovénie et la Croatie s'étaient quelque peu apaisées et si maintenant le différend était considéré comme mineur et réglé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tout d'abord, merci pour vos mots sur la Slovénie et sur l'accueil que vous avez eu. Ça m'a fait grand plaisir. D'ailleurs, je connais cette dame auprès du président de la République. Il était excellente ambassadrice à Paris et elle a travaillé comme conseillère diplomatique en entier mandat pour le président de la République. En ce qui concerne la Croatie, c'est vrai, on a eu un problème avec les frontières maritimes avec la Croatie. Pourquoi? Parce qu'en Yougoslavie, les frontières des républiques étaient administratives. Alors, on connaissait très bien, bon, sauf il y avait aussi des cas mineurs où c'était pas très clair, mais disons, les frontières sur le terrain étaient assez claires entre les républiques. Tandis que les frontières dans la mer entre les républiques étaient jamais pratiquement n'existait pas avant. On avait la mer yougoslave, on avait des frontières avec l'Italie, l'Albanie, dans l'Adriatique, et bon, plus ou moins, il y avait il y avait une baie au sud de la Slovénie où on considérait comme slovène, territoire slovène, eau slovène. Les Croates ont dit non. Après, il y avait des longues négociations pendant des années. On a même fait un accord, on a réussi à faire un accord. Après, les Croates se sont changés d'avis. Après, on a recommencé, etc. Et après, on a décidé de mettre
la frontière maritime à la Cour d'arbitrage, et Cour d'arbitrage a décidé que plus ou moins 3/4 du baie devrait est slovène et une petite partie croate, et que parce que pourquoi c'est important? Parce que pour nous c'est important pour avoir l'accès à la haute mer, parce que sinon le port de Koper c'est difficile de fonctionner. L'accès à la haute mer c'était très important, et avec la décision du cours à La Haye, on a eu ces décisions de la Cour, mais que la Croatie ne veut pas implémenter. La Croatie, c'est avant la fin de processus au tribunal, s'est retiré, et ils disent que il faut renégocier les frontières. Nous, on dit que c'est pas possible, que c'est contre la loi internationale, et que pour nous, ce que la Cour a dit, on respecte. Bon, on verra. C'est vrai que maintenant, il n'y a pas la situation s'est calmée un peu. Il n'y avait pas, il y a pas des problèmes comme il y a des problèmes ici dans la Manche avec les pêcheurs. Ça, on a eu ça tout le temps, chaque été, entre la Croatie et la Slovénie. Chaque été, il y avait, avant la saison touristique, il y avait des problèmes. Quand la saison touristique est venue, il n'y avait plus de police croate, il n'y avait plus de pêcheurs, tout c'était calme. Après, quand les touristes sont partis, à nouveau, la police, les pêcheurs, chaque année. Bon, maintenant, j'ai pas vu grand problème, mais c'est vrai que il faut d'une certaine manière forcer la Croatie pour finalement accepter la décision de la Cour internationale. Mais bon, ça c'est à eux. Nous, on a fait notre part. Maintenant, bon, j'espère que ça va se régler finalement. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Et je crois qu'on a déjà un petit peu abusé du temps dont vous avez besoin encore actuellement pour toutes ces réunions et toutes ces participations à la présidence de l'Union européenne, notamment du Conseil de l'Union européenne en partenariat avec le successeur qui est la France, la position où vous êtes à l'ambassade à Paris. Et je tiendrai aussi à vous remercier beaucoup pour la qualité de votre français. Et je me permettrai en même temps de poser une question sur l'enseignement du français. Question que j'ai vu passer. Le français est-il enseigné en Slovénie au niveau de l'enseignement secondaire? Oui, mais tout d'abord, merci. Je vous remercie, c'est très gentil. J'ai commencé à apprendre le français au lycée, oui, c'est vrai. Au lycée, les enfants, les petits enfants commencent à l'école maternelle, élémentaire, avec 7 ans, ils commencent la première langue étrangère, normalement c'est anglais, et la plupart commencent avec deuxième aussi quand ils ont 9 ans, 10, et ils continuent au lycée où moi j'ai eu anglais et allemand dans l'école primaire, et après j'ai rajouté le français et le latin, et quand j'ai étudié l'économie à Ljubljana, j'ai rajouté l'italien. Mais je crois que les langues, c'est oui, la formation des langues, les enfants, on insiste dans les écoles d'avoir 2 langues étrangères pour les enfants. Et ça fonctionne très bien. Je trouve partout
surtout les jeunes parlent deux langues étrangères. Et ça fait partie du système scolaire. Voilà, je suis content que ce soit comme ça. Et peut-être, je dis ça aussi souvent, on a toujours eu le film étranger avec les sous-titres, vous savez, et ça change tout. Ça change tout parce que si tu regardes bien sûr, tous les films étrangers, soit anglais, américain, italien, français, et il y a toujours en original, il y a toujours les sous-titres slovènes. Et déjà, ça aide aux enfants d'écouter la langue. Oui, c'est sûr. Merci beaucoup, Monsieur le ministre plénipotentiaire, et je crois que notre président Philippe Tillet va conclure cette conférence pour laquelle on vous remercie et d'avoir donné beaucoup de réponses à toutes les questions qui ont été posées. Merci encore. Merci, j'ai essayé. Bien, merci beaucoup. Bon, là, je pense que je ne vais pas être interpellé par quelqu'un qui n'arrive pas à se connecter, mais ce n'est pas pour autant que je vais abuser de votre temps, Monsieur le ministre. Vraiment, merci beaucoup de la franchise de vos interventions, des éclairages que vous nous avez apportés. Le dernier, notamment sur le fait que les films soient sous-titrés et ça permet de se préparer à écouter d'autres langues. C'est vrai que lorsqu'on a fait une expérience avec les Pays-Bas, ils nous ont dit la même chose, qu'il n'y avait pas de film doublé aux Pays-Bas et ça a donné les Néerlandais à découvrir les langues. Peut-être que nous, les Français, on devrait s'approprier davantage cela, puisque la plupart, des films que nous regardons sont doublés en français. J'ai beaucoup apprécié au fait aussi le fait que vous disiez qu'il fallait qu'on puisse se rencontrer. Je crois, moi, à titre personnel, j'ai appris beaucoup de choses là, sur la Slovénie en quelques temps. Je regardais aussi, pendant que vous parliez, la carte de la Slovénie, où elle était, ce petit accès à la mer. Et on voit bien ces difficultés avec la Croatie, là, sur ce partage maritime. On pourrait se poser d'ailleurs la même question avec l'Italie, là, qui vous prend tout un accès à la mer avec Trieste, tout ça. Alors, on aurait pu aussi discuter de tout ça. En tout cas, merci beaucoup de cet enrichissement, de cet éclairage. Et effectivement, le fait qu'entre l'Est et l'Ouest, on a des approches différentes, un rapport à l'histoire, à la géographie, au passé aussi différent, et ça amène beaucoup à le besoin de se rencontrer. Je pense que c'est tout à fait important. C'est vrai que moi, les articles de presse que j'ai évoqués tout à l'heure, ça donne certainement alors une vision un peu caricaturale de la Slovénie, parce que moi, ceux que j'ai lus, alors j'ai pas tout lu, hein, bien évidemment, mais donnaient l'idée que la Slovénie, c'était comme la Hongrie, comme la Pologne, et que c'était prêt quelque part à être en rupture un peu avec la question européenne. Voilà. Donc, en tout cas, merci beaucoup pour ces éclairages-là. Je ne vais pas relancer le débat, puisque effectivement, le temps vous est compté, de nous écouter. Après, je voudrais simplement remercier tous les gens qui sont là d'être venus. Il y avait une 50aine de personnes inscrites. Je pense qu'il y a un certain nombre de gens où le lien est parti dans les spams, ils ne l'ont pas trouvé, où ils n'ont pas réussi à se connecter. L'usage des outils numériques, même si on a fait beaucoup de progrès ces derniers mois, c'est quand même encore un peu difficile pour un certain nombre d'entre nous. En tout cas, le mouvement européen de Seine-Maritime va continuer de travailler. On se revoit dans nos instances statutaires le tout début décembre pour préparer l'année 2022, qui va être pour nous une année riche et compliquée, puisque c'est la présidence française du Conseil de l'Union, mais c'est aussi, comme vous l'avez évoqué, Monsieur le ministre, des élections présidentielles, et où nous, mouvement européen, on est pour l'Union européenne, mais après, on a des gens de toutes les couleurs politiques qui sont à l'intérieur de l'organisation. Donc, comment on peut participer au débat sur l'Europe tout en n'apparaissant pas partisan dans cet aspect? On va travailler sur toutes ces questions-là pour développer de nouvelles initiatives. Et en tout cas, je sais qu'il y en a une qu'on peut annoncer dès maintenant, le 1er février prochain, avec le lycée agricole du Clos. On aura une grande journée sur l'Europe et les territoires ruraux au XXIe siècle. Voilà, donc moi je vous propose qu'on s'en arrête là. Je vous dis encore merci, Monsieur le ministre. Merci à Jean-Marc d'avoir préparé, présidé, animé cette rencontre. Merci à Gérard qui nous a quittés d'avoir assuré la gestion technique de cette affaire. Et puis merci à tous les participants. Au revoir. Merci beaucoup à tout le monde et bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir.